Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, que vous faites des bonnes lectures comme d'habitude. Et je vous retrouve aujourd'hui pour mon bilan lecture du mois de juin. Il arrive un petit peu plus tard que d'habitude, encore que franchement ça va, je suis dans les temps, parce que je suis partie en vacances fin juin et que du coup j'ai pas eu le temps de tourner ce petit bilan avant. Mais j'ai quand même pas mal lu. J'ai quand même pas mal lu en juin puisque j'ai lu 20 livres je crois, donc c'est énorme. Enfin, moi je trouve que c'est déjà beaucoup. Et en regardant un petit peu là la pile que j'ai constituée, je me rends compte que j'ai lu énormément de romances. Et ceci explique cela parce que les romances, je les lis encore plus vite que les livres habituels, fantasy, tout ça, ça me prend un peu plus de temps forcément parce que souvent faut rentrer dans l'univers, enfin bref, tu connais. Alors que la romance souvent, mais genre je peux en lire un par jour quoi, et je pense que c'est ça qui explique que j'ai lu beaucoup, alors que j'ai fait aussi pas mal de choses à côté, puisque comme je vous disais, je suis partie en vacances, donc j'ai pas passé mes journées à lire non plus, on s'est baladé, on a vu plein de trucs exceptionnels, je suis partie en Sicile, c'était vraiment trop beau. Mais avant de partir en vacances, j'ai eu un mois de juin assez chargé puisque j'avais pas mal de boulot au taf, j'avais pas mal de trucs à faire moi perso pour plein de raisons différentes. Et j'ai aussi beaucoup avancé sur le premier jet de mon prochain roman que je dois rendre en fait, je vais pas vous le cacher, fin septembre. Et du coup, je me suis mis un petit coup de pression. Je sais que l'été ne fait que commencer, je veux pas vous gâcher vos vacances, mais mine de rien, septembre ça va arriver très vite. Et sachant que j'ai des périodes où je peux écrire à fond et d'autres où je vais galérer à écrire 3 mots, je me suis dit Marie, prends de l'avance. Et il se trouve que j'étais sur une bonne lancée, donc j'ai énormément écrit en juin. Et forcément quand j'écris, logique, parce que comme tout le monde, j'ai que 24 heures dans ma journée, donc quand j'écris, je lis moins. Donc je suis quand même contente d'avoir beaucoup lu ce mois-ci. Waouh, l'intro était beaucoup trop longue. C'était inutile en plus. Voilà, le constat c'est que j'ai beaucoup lu et j'ai beaucoup lu de romances. Allez, on y va parce que sinon les gars, dans 4 piges on est encore là ensemble. Le premier livre que j'ai lu en juin, en fait c'est un livre que j'ai terminé en juin mais que j'avais commencé le mois d'avant. Et contrairement à ce que je vous ai dit, ce n'est pas du tout de la romance. Encore qu'il y a un petit fond de romance, mais c'est plus de la fantaisie. Il s'agit de Sorcery, non pas du tout. Sorcery of Thorn en fait, ça c'est le premier tome, et là c'est le tome compagnon, la suite de Sorcery of Thorn qui s'appelle Mystery of the Thorn Manor. Je sais pas si vous vous souvenez de mes précédentes vidéos, c'est le livre qui est mutilé, mais qui était vraiment très bien. J'ai beaucoup aimé retrouver les personnages, j'ai beaucoup aimé retrouver l'ambiance, cet univers de fantasy que l'autrice a créé qui est vraiment chouette. En fait, je pense que je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, mais on sent que l'autrice, elle s'est fait plaisir en écrivant ça, et elle a fait plaisir aux fans, et du coup ça se ressent de ouf, et c'était vraiment une très bonne lecture. Par contre, à ne pas lire si vous n'avez pas lu Sorcery of Thorn pour le coup, parce que déjà ça vous spoil plein de trucs sur le tome précédent, le premier tome, le tome principal on va dire. Et en plus honnêtement vous allez rien comprendre, ça va pas vous intéresser. Lisez Sorcery of Thorn, ce sera beaucoup mieux, et après lisez celui-ci parce que ça fait toujours plaisir de prolonger un petit peu l'univers. Et c'est là qu'on commence à partir dans la romance, puisque j'ai lu Love Casting, qui est sorti du coup au début du mois aux éditions Nathan. En fait, les éditions Nathan sur Instagram, ils s'appellent Lire en live, je crois qu'on dit ça comme ça. Du coup, forcément, moi ça me perturbe parce qu'à chaque fois, je sais plus quelle maison d'édition c'est. Non, mais la bookstagrammeuse en carton quoi. Bref, j'ai lu Love Casting et comme je vous le disais dans mon bilan réception du mois dernier, quand j'ai vu la couve, je me suis dit genre c'est pas ma couve préférée, ça c'est sûr, mais par contre j'ai adoré le roman, vraiment, c'était hyper doux, hyper drôle, hyper addictif. C'est l'histoire de Jasmine qui a 18 ans et qui est avec son petit ami depuis très longtemps. Mais si elle est contente, elle est heureuse, elle est amoureuse, tout ce qu'il faut. Mais en fait sa famille se rend compte que il la traite pas hyper bien et elle pourrait carrément avoir mieux, sauf qu'elle s'en rend pas compte. Parce que elle est dans une relation un petit peu toxique et surtout parce que elle est persuadée de ne rien valoir. Elle manque beaucoup de confiance en elle, enfin bref, vous voyez un petit peu tout le topo adolescent. Et il se trouve que son petit ami va, alors pas vraiment, enfin si, il va la tromper, mais en fait il va lui dire ouais viens on voit d'autres personnes, etc. Elle se rend compte qu'il a pas attendu de lui poser la question pour voir d'autres personnes, mais bref, elle lui dit ok, parce qu'elle sent qu'elle a pas trop le choix, mais elle est persuadée qu'à la fin de l'été ils vont se remettre ensemble, et elle espère qu'ils vont se remettre ensemble. Sauf que sa famille saute sur l'occasion pour lui prouver que elle peut avoir tous les mecs qu'elle veut parce que Jasmine elle est intelligente, elle est drôle, elle est gentille, elle a le cœur sur la main et elle est plutôt jolie. Donc je vois sa famille, ils disent non mais attends là c'est l'occasion pour nous, donc en fait ils vont dans son dos organiser une sorte de casting, chacun va présenter un petit peu le gars qui pense qu'il pourrait plaire à Jasmine. Et tout l'été ils vont un petit peu manigancer pour qu'elle croise ces garçons et qu'elle se rende compte qu'en fait elle peut plaire à d'autres personnes, enfin bref vous avez compris l'idée. Love casting quoi. Sauf que bien sûr il y a du coup les mensonges, les choses qu'on cache, il y a des secrets qui vont être révélés, il y a des choses qui vont se voir progressivement, enfin bref, les histoires de famille, les histoires de cœur et les histoires d'amitié, c'était incroyable, j'ai trouvé ça très bien écrit, c'est mignon. Ça fait passer des beaux messages qui sont assez sympas dans le sens ouverture d'esprit, confiance en soi, la peur de l'avenir, en même temps le courage qu'on doit rassembler pour l'affronter. Enfin, vraiment, c'était un très beau roman, adolescent, mais voilà, qui peut plaire, je pense, à tout le monde. Et surtout parfait pour l'été. Ensuite, j'ai lu le 3e tome de Campus Driver. Vous n'êtes pas sans savoir que le mois dernier, suite aux avis de mes copines Nana et Maë, j'ai lu du coup les 2 premiers tomes de Campus Driver. J'ai
adoré, genre gros coup de cœur. Du coup j'avais très hâte de lire ce troisième et, alors j'allais dire dernier tome, mais du coup c'est plus vrai parce que maintenant il y a un 4 qui est sorti et un 5 qui arrive, enfin bref, le troisième tome. Et j'avais vu des avis un petit peu plus mitigés sur celui-ci. En gros, c'était soit les gens, c'était leur préféré de la série, soit ils avaient moyennement accroché. Et moi, j'ai bien aimé, mais clairement, c'est pas mon préféré de la série, là, pour le coup. Je pense que je me suis moins attachée au personnage, et je sais pas, en tout cas, il y avait quelque chose, je ne sais pas bien quoi, hein, je vous l'avoue, mais qui m'a fait prendre un petit peu plus de distance. J'ai trouvé que c'était parfois un peu lent, j'ai pas forcément accroché vraiment à l'intrigue et à la manière dont les personnages se rapprochaient. Après, ça reste très bien écrit, ça reste très drôle, c'est une très jolie romance. Et puis bah, comme pour Sorcery of Thorns, ça fait plaisir en fait de retrouver un peu cet univers, cette ambiance, ces personnages qu'on a fréquentés auparavant. Donc vraiment, la série est trop cool. Maintenant, j'attends la sortie poche du 4e tome avec énormément d'impatience parce que tout le monde dit qu'il est incroyable aussi, donc j'ai trop hâte de poursuivre ma lecture de cette saga. Mais oui, je les veux en poche parce que bah, du coup, j'ai les 3 premiers en poche, donc je me dis tant qu'à faire, tu vois, autant que ce soit joli dans la bibliothèque, tu connais. Je vous avais déjà fait un petit pitch de Campus Driver dans les vidéos précédentes, mais du coup, grosso modo, on est sur un campus universitaire et il y a 4 amis qui ont créé une application de chauffeur, donc Campus Driver en gros. Et dans chaque tome, on suit un des garçons et leur histoire d'amour. Puisque évidemment, au début de chaque tome, aucun des mecs n'envisage de se trouver une meuf, de se poser tranquillou bilou et tout. Et forcément, ils vont rencontrer quelqu'un qui va leur faire revoir toute leur conception de l'amour, du couple, du célibat et de tout ce qui va autour. Et dans celui-ci, on suit du coup le 3e ami de la petite bande qui s'appelle Lewis et qui va rencontrer Amy. Et tous les deux ont un caractère explosif et en plus Amy, elle a un passé un petit peu compliqué, on va dire. Donc ça va clairement faire des étincelles. J'étais lancée en romance, je me suis dit on continue. J'ai lu la duologie... What? Qu'est-ce qui s'est passé là? C'était juste un papier, calme-toi Marie. Je disais donc que j'ai lu cette duologie, mais en fait c'est pas une duologie parce que j'ai vu qu'il y avait un 3e tome qui arrivait en VO. Enfin bref, encore une fois, j'ai lu ces petites romances. Enfin, petite... Ouais, lui aussi, il est arrivé abîmé. J'étais un peu tristoune. Mais bref, Marie, arrête de divaguer là. J'ai donc commencé par Ces choses qu'on n'oublie pas, parce que bah, c'est le premier, et après j'ai lu Ces choses qu'on cache, qui est bah, du coup le 2e. Captain Obvious. Dans Ces choses qu'on n'oublie pas, on suit Naomi qui est sur le point de se marier quand sa sœur jumelle Tina, qu'elle n'a pas vue depuis des années, avec qui elle s'entend très mal, l'appelle et lui dit j'ai trop besoin de toi, faut que tu viennes immédiatement. Donc Naomi, qui n'a pas forcément très envie de se marier, on le comprend très vite, saute sur l'occasion, elle plaque tout et elle va vite à Knockmouth, je sais pas comment on dit, mais une toute petite ville au fond des États-Unis, où elle apprend que sa sœur n'a pas une très bonne réputation et surtout elle apprend que sa sœur a une petite fille et qu'elle s'est cassée en lui laissant la charge de sa gamine. Je vous le simplifie, il y a d'autres histoires autour, etc. Mais en gros, elle va devoir s'occuper de sa nièce qu'elle ne connaît pas, alors qu'elle a pas d'instinct parental, au début en tout cas. Et elle va essayer de comprendre pourquoi sa sœur s'est cassée, pourquoi elle a une super mauvaise réputation dans la ville. Elle va se faire des amis et elle va surtout rencontrer Knox, qui est le bienfaiteur de la ville, mais aussi, c'est marqué dans le résumé, le bad boy du coin. Voilà, vous l'avez vu venir, lui au début, il veut pas du tout l'aider, il veut pas en entendre parler, et puis progressivement, ils vont se rapprocher. Ça va aussi être très explosif entre eux deux. Et je vous l'avoue, je ne pensais pas aimer parce que dès que ça commence, tu sens que c'est cliché à mort. C'est hyper prévisible et surtout la relation entre les deux personnages, elle est pas très saine dans le sens où le mec c'est un méga macho. Donc ça moi d'habitude, enfin pas d'habitude d'ailleurs, là aussi ça m'a fait lever les yeux au ciel, mais malgré ça, genre tu vois que la romance elle est pas ouf, elle donne pas des très bons modèles on va dire, mais malgré ça en fait j'étais vraiment happée parce que les personnages sont attachants, parce que leur relation est mine de rien très belle, parce que tu te prends au jeu de cette petite ville où tout le monde connaît tout le monde et où ça colporte des rumeurs mais en même temps on est là pour aider les autres et il y avait un petit truc un petit peu supplémentaire qu'on n'a pas forcément dans les autres romances au niveau de l'intrigue qui m'a énormément plu, donc je sais pas, j'ai dévoré le roman, franchement j'étais accro. Par contre c'est extra smutty, genre vraiment il y a des moments, j'étais en mode c'est bon on a compris, voilà. Mais vraiment ça a frôlé le coup de cœur, j'ai beaucoup aimé. Du coup, logiquement, j'ai enchaîné sur le 2e tome. Le 2e tome qui se concentre sur Nash, qui est le frère de Knox. Ça se passe juste après, du coup. Et en fait, dans le 1er tome, il se passe un truc pour Nash qui fait qu'il n'est pas au meilleur de sa forme dans ce tome-là. Et c'est l'histoire de sa rencontre avec Lina, enfin son rapprochement avec Lina, qui est une femme au passé un petit peu mystérieux. On va découvrir que elle a plein de secrets, justement. Et au fur et à mesure qu'on va les révéler, on va se rendre compte que c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. J'ai un petit peu moins accroché à celui-ci parce que, alors j'ai pris plaisir à retrouver les personnages évidemment, à retrouver l'ambiance, etc. Mais je sais pas, j'ai trouvé que du coup les schémas étaient assez répétitifs. Genre en mode les personnages n'étaient pas les mêmes, mais la manière dont ils se liaient, la manière dont ils évoluaient dans leur relation m'a semblé assez similaire avec ce qui se passait dans le 1er tome. Ce que je trouve un petit peu dommage quand même. Après il y a quand même pas mal d'action, il y a plus de suspense dans celui-ci j'ai trouvé.
Nash est un chouïa, mais vraiment un chouïa moins toxique que son frère. Bon, je sais pas si c'est vraiment une bonne chose parce que bon, l'autre il partait de très très loin quand même, mais ça mérite d'être mentionné. C'est pareil, les personnages sont attachants, on va un petit peu plus en profondeur dans ce qui leur arrive et dans ce qu'ils ressentent. Donc la psychologie est peut-être un peu plus travaillée, mais je sais pas. Peut-être que c'est parce que j'avais pas le côté découverte qui a fait que j'ai un chouïa moins accroché, mais ça reste une très chouette lecture. Et dans l'ensemble, c'est une saga, en fait je pensais pas du tout accrocher, je l'ai lu plus par curiosité qu'autre chose, et au final, bah waouh. À savoir que les deux frères ont un meilleur ami qui s'appelle Lucian, je crois, et que le troisième tome du coup sera concentré sur Lucian et sa petite histoire d'amour à lui. J'ai plutôt hâte de découvrir ça parce que ce qu'on voit du personnage dans les deux tomes là m'a énormément intriguée et tout se met en place très très doucement, mais je pense que ça promet quelque chose d'assez intéressant pour le troisième tome. Le troisième tome, j'ai vu qu'il allait sortir, je crois, la fin d'été en VO, donc je ne sais pas quand est-ce qu'il sera traduit. Je pense qu'il le sera parce que d'après ce que j'ai compris, ces deux livres ont extrêmement bien marché, notamment grâce aux réseaux sociaux. Vous voyez, c'est marqué le best-seller TikTok. Mais voilà, je suis impatiente et curieuse de découvrir ce troisième tome. Après ça, j'ai lu 5 livres et là où ça m'inquiète un petit peu, c'est que je ne les retrouve plus. Genre les 5 que j'ai lus à la suite, je ne sais pas où je les ai mis. Vraiment, je pense que je commence à perdre la boule. Je me demande si je les ai pas laissés au travail dans mon casier. Enfin, il faut que je vérifie, mais là... je ne sais pas où ils sont, donc je vous en parle, je vous mettrai évidemment comme d'habitude l'image ici. Le premier que j'ai lu dans cette petite liste de livres égarés, on adore, c'est Toi, moi et elle. Et du coup, comme je n'ai pas le résumé sous les yeux, je ne me souviens évidemment plus du prénom des personnages. Non mais du coup, je vais regarder les résumés quand même, parce que bon, je suis pas réputée pour être très professionnelle, mais faut pas abuser. Ok, c'est bon, j'ai retrouvé les prénoms. C'est l'histoire de Molly qui est en énorme crush sur Cora depuis des années au lycée. Et là, elles vont à la même université et elle se dit « Ok, nouvelle année, nouvel mois, je peux y arriver. » Donc elle essaye de se rapprocher de Cora. Cora qui pour elle est la fille parfaite. Sauf que Molly, elle est extrêmement timide. Enfin bref, elle a beaucoup de mal à aller vers elle et elle va pouvoir compter sur l'aide de Alex qu'elle rencontre totalement par hasard. Alex qui va lui proposer de l'aider à séduire Cora parce que Alex, elle a tout le monde à ses pieds. Elle peut avoir toutes les filles qu'elle veut, sauf celle qu'elle veut, donc sa petite amie actuelle qui s'appelle Nathalie, qui l'a plaquée parce qu'elle a l'impression qu'elle n'est pas du tout investie dans leur relation. Bon, bref, chacune a des enjeux de son côté et elles essayent de s'aider. Donc Alex va aider Molly à séduire Cora et en faisant ça, elle espère que ça va prouver à Nathalie, donc sa petite amie, qu'elle peut être amie avec d'autres filles et que c'est pas toujours un rapport de séduction qui s'installe entre elles. Je sais pas si c'est très clair ce que je vous raconte, mais grosso modo c'est ça, c'est des situations un petit peu loufoques, un petit peu cocasses, et c'est surtout des personnages qui vont très vite se rendre compte que ce qu'ils peuvent avoir n'est pas forcément ce qu'ils veulent et ce qu'ils pensent les vouloir n'est pas forcément ce dont ils ont besoin. C'était extrêmement poétique ce que t'as dit Marie, bravo. Enfin bref, c'était une très jolie histoire, une romance LGBT qui était vraiment chou, j'ai beaucoup aimé. C'était pas le premier roman de l'autrice, enfin des autrices que je lisais parce que c'est celle qui a écrit Five Feet Apart que j'avais aussi beaucoup aimé, qui évidemment était extrêmement touchant. Celui-ci est beaucoup plus léger même si on aborde quand même des sujets assez importants parce qu'on parle de pression familiale, on parle de certains troubles aussi. Je l'ai trouvé très beau, très bien écrit, très addictif, la couverture est jolie, c'est parfait pour l'été. Conclusion de qualité. Ensuite, j'ai lu Les Mystérieux Enfants de la Nuit qui est paru chez PKJ et là c'est l'histoire de Ravani qui est un jeune garçon, je crois qu'il a 11 ou 12 ans. Il vit dans une petite ville où il se passe absolument rien et où en plus Bichette il a du mal à se faire des amis et où il est même persécuté par d'autres enfants. Donc il s'est toujours un peu senti à part, il a du mal à trouver sa place et il a l'impression d'être vraiment à part et d'être même limite bizarre. Ce qui est hyper triste pour un enfant de cet âge-là, mais vous avez compris l'idée, c'est vraiment un marginal. Et un soir, il va avoir une camionnette qui se gare juste devant chez eux et des enfants qui vont sortir de cette camionnette et s'installer dans la maison d'en face. Très vite, il va se rendre compte que cette famille est un peu étrange. Déjà, il voit pas les parents, en plus, ils sont tous hyper secrets, ils se mêlent pas trop aux autres. Ça va énormément l'intriguer et progressivement, quand il va se rapprocher d'eux, il va se rendre compte qu'ils ont un énorme secret. À partir de là, c'est une histoire d'amitié exceptionnelle. C'était vraiment un très beau livre, vraiment écrit de manière exceptionnelle. Il y avait plein de citations qui étaient magnifiques. Les personnages sont très originaux mais surtout très attachants. Et en plus de ça, l'intrigue prend un tournant auquel on s'attend pas forcément. C'est hyper addictif, c'est très prenant. Vraiment une excellente lecture. C'était pas si étonnant que ça pour moi parce que c'est le même auteur que L'incroyable voyage de Coyote Sunrise qui, si vous vous souvenez bien, est un de mes romans préférés. Et on est totalement dans la même veine, c'est-à-dire qu'on a des personnages un petit peu décalés, on a des situations qui sont parfois très loufoques et des postulats de base qui sont un peu étranges. Mais c'est un style d'écriture vraiment très beau, c'est beaucoup de poésie, c'est beaucoup de douceur et c'est des messages absolument incroyables. Donc vraiment, j'aime beaucoup cet auteur et je vous recommande vraiment ce roman-là. Il est plus jeunesse, il peut se lire je pense facilement à partir de 10 ans, mais même pour les adultes, ça va vous toucher et c'est vraiment une pépite.
Après ça, j'ai lu Love, Jason Thorne, qui est une petite romance sous fond de fake dating, donc vous comprenez facilement pourquoi j'ai craqué. C'est l'histoire de Olive qui est amoureuse en secret, enfin qui était amoureuse en tout cas en secret quand elle était adolescente du meilleur ami de son frère qui s'appelle donc Jason. Sauf que entre temps, Jason est devenu un acteur internationalement reconnu et très très sexy. Et Olive de son côté a écrit des romans qui sont devenus des best-sellers et qui vont aujourd'hui être adaptés au cinéma. Et du coup, comme par hasard, qui c'est qu'on choisit pour jouer le rôle principal dans son roman? C'est bien sûr Jason, donc elle va le revoir après plein d'années sans l'avoir fréquenté. Il est toujours aussi beau, elle est toujours autant en crush. Et en fait, les paparazzis vont prendre des photos d'eux totalement par hasard et leurs agents vont dire écoutez, ce serait pas une super idée si on leur faisait croire que du coup vous étiez ensemble parce que ça boosterait la communication de ouf. En plus, il se trouve que Jason, il a une réputation un petit peu sulfureuse et que ça le ferait bien pour sa publicité, qu'il s'agisse un petit peu et qu'ils soient vraiment en couple. Donc ils sont un peu en mode ok c'est bizarre mais why not? Et du coup forcément c'est du fake dating avec tout ce qu'on connaît sur le fake dating, c'est-à-dire que voilà c'est non mais je l'aime pas mais en même temps regarde comme il est beau, enfin bref j'ai l'air de critiquer comme ça mais vous-même vous savez je suis trop fan du fake dating donc voilà. De base ce roman avait tout pour me plaire et en fait j'ai été un petit peu déçue je l'avoue parce que ça commençait bien, après j'ai trouvé que c'était parfois un peu rapide, parfois un peu lent. Et surtout, au bout d'un moment, il y a trop de cul. Enfin, pardon de le dire comme ça, je suis désolée, c'était très brutal. Vous savez que le smut, c'est pas ce que je préfère, c'est pas pour ça que je lis les romances. Quand il y en a un petit peu, ça me gêne pas, voilà, quand elles sont bien amenées dans l'histoire, pourquoi pas. Mais là, en fait, déjà, une fois qu'ils sont lancés, ça dure 14 pages, et il y en a toutes les 2 pages, quoi. Donc, la fin du roman, elle avait pas un grand intérêt pour moi, et j'ai été un peu déçue parce que du coup, ça a plombé tout mon ressenti sur l'histoire. Et puis, je sais pas, il y avait quelques scènes un petit peu étranges, limite malsaines, et un rapport entre les 2 personnages que j'ai trouvé un petit peu étrange. Donc c'est pas un mauvais livre, de toute façon qui suis-je pour dire qu'un livre est mauvais? Absolument personne. C'est juste que voilà, j'ai pas accroché autant que ce que je pensais et pourtant j'avais un peu tous les éléments qui étaient réunis pour que ça le fasse. Et malheureusement, ça ne l'a pas forcément fait pour moi, mais j'ai vu des avis très positifs, donc je serais curieuse de savoir ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu. J'ai enchaîné avec La Folie des Papillons que j'ai clairement choisi pour sa couverture, on va pas se mentir. Et là on se place dans le Paris d'après Première Guerre mondiale si je ne me trompe pas. Et on suit 3 femmes de 3 milieux différents mais qui sont malgré tout amies. Toutes les 3 ont des rêves différents, elles ont des situations différentes, elles vont vivre des choses différentes. Mais du coup, sous couvert de l'histoire de ces 3 femmes, on va aborder plein de sujets d'époque. Donc on va parler de féminisme parce que c'est au moment où on commence à dire bah ouais mais les femmes ce serait bien qu'on ait le droit de voter quand même les gars. Parce que pendant que vous étiez au front, qui c'est qui tenait le pays? C'est Bibi. Enfin, elles le disent pas comme ça, hein, je vous rassure, c'est écrit de manière beaucoup plus sympa et belle et intéressante. Donc il y a vraiment toutes ces questions de société, d'actualité, etc. On parle de plein de sujets différents. Attention, trigger warning, on parle de viol, on parle d'agression sexuelle, on parle de relations toxiques, donc c'est pas toujours évident, mais j'ai trouvé le roman assez intéressant. J'ai pas accroché autant que ce que je pensais là encore, parce que en fait, dans le résumé, on nous vend une histoire un peu de société secrète qui s'appelle les Papillons Noirs, de femmes qui vont commettre des méfaits, mais un peu comme des Robins des Bois, vous voyez, en mode elles vont voler des trucs et puis les redistribuer ou les mettre en avant, enfin bref. Et j'ai trouvé que ça, du coup, on nous le vendait beaucoup dans le résumé et qu'au final, c'était pas forcément exploité comme je l'attendais dans le roman. Donc encore une fois, j'ai pas été déçue non plus, mais c'est juste que je m'attendais pas tout à fait à ça. Ça reste un roman qui est très bien écrit, c'est un roman français, la couverture est sublime, l'ambiance est incroyable parce que du coup on est dans le Paris d'après-guerre, j'avais vraiment l'impression d'y être et on sent que l'autrice a vraiment fait des recherches de ouf pour que justement ça colle à cette période-là. Donc c'était une lecture très sympa. J'ai ensuite lu La Cité du Savoir, que j'ai aussi choisi pour sa couverture et pour ce côté inspiration grecque qui vraiment m'a trop plu parce que moi vous savez que la Grèce c'est mon pays de cœur. J'allais faire une mauvaise blague sur le fait que du coup je portais la Grèce sur moi, mais bref, c'est pas le sujet. C'était une blague nulle en plus, donc on enchaîne. Dans La Cité du Savoir, on se place dans un monde où la population ne sait pas lire puisque c'est réservé à certaines personnes qui sont formées. Parce que les mots ont un certain pouvoir magique et du coup quand on sait lire, on sait l'exploiter. Je vous le simplifie à l'extrême et très mal, vous avez l'habitude. Mais on va suivre Sophie qui, elle, veut être formée pour ça et qui du coup va être envoyée dans la Cité du Savoir, donc la capitale, où elle va apprendre à lire et à utiliser la magie des mots. Mais la contrepartie, c'est que certaines personnes échouent à l'examen final et perdent totalement l'esprit. Et du coup, Théo, son meilleur ami, il est hyper inquiet pour elle parce que lui, son frère a fait la formation, il n'a pas réussi et il a totalement du coup perdu l'esprit. Donc il se promet de tout faire pour protéger sa meilleure amie
Et en fait, progressivement, on va découvrir plein de choses sur le monde dans lequel ils vivent, sur les personnes qui les dirigent, sur ce fameux pouvoir magique. Et c'était très très original, vraiment j'ai trouvé le concept de base hyper intéressant. Là encore c'était très bien écrit et l'ambiance était assez particulière, mais vraiment tout cet univers était très immersif. En fait en lisant, je me voyais à l'académie en train d'apprendre aussi la magie des mots, etc. Par contre, ce qui m'a vraiment refroidi, c'est que c'était très très lent. Il y a des points d'action régulièrement, ça y a aucun souci, mais entre les deux points d'action, ça traînait un petit peu en longueur et c'est pas que tu sens pas où l'autrice veut t'emmener, mais au début t'as un petit peu du mal quand même à distinguer parce que tu te dis ok, donc où est la finalité? Par contre c'est vrai, je vous balance mon avis n'importe comment, ça me revient au fur et à mesure que je vous en parle, mais c'est vrai qu'il y avait une manière de construire le récit qui était assez originale parce que en fait au début c'est des conteurs qui viennent sur l'île et qui racontent l'histoire, donc en fait on a un peu comme des flashbacks et ça rend quand même le tout assez addictif parce qu'au début du roman on nous dit grosso modo c'est parti en cacahuète quoi. Du coup toi tu veux savoir comment c'est parti en cacahuète et est-ce qu'ils sont responsables et est-ce qu'ils vont s'en sortir? Enfin bref, vous avez compris l'idée, c'était plus lent que ce que je pensais, ça m'a un petit peu refroidi pour ça, mais c'était en tout cas une découverte très intéressante. Petit intermède de BD avec Fortuna, c'est je pense le premier tome, enfin c'est pas précisé mais vu qu'il y a un... Ah si c'est précisé là. Donc Fortuna, le premier tome s'appelle La demeure de passage. J'ai beaucoup aimé, c'était vraiment très très chouette, les dessins sont très mignons aussi. Ah, attendez, je vous ai pas choisi une page particulièrement palpitante. C'est l'histoire de 3 petites sorcières, apprenties sorcières, qui se retrouvent, bon il y a une raison, hein, mais délaissées par leur mentor. Et en fait ça va totalement partir en cacahuète. Parce que sans le savoir, il y en a une qui va réveiller un esprit, ça va partir, mais vraiment très très loin. Et c'était un peu flippant sur certains points. Je vais pas vous le cacher parce que moi je suis... Voyez un peu flippant j'ai dit. Je sais pas si c'est à l'écran là, remarquez. Mais bref, c'était juste ce qu'il fallait de flippant. En tout cas, c'était très original. J'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé les petits messages et l'amitié un petit peu compliquée entre ces 3 jeunes filles. Vraiment très très sympa comme découverte et je serais curieuse de lire la suite parce que je pense que plus on va avancer, plus ça va être intéressant parce que c'est original, c'est bien pensé, les dessins sont jolis, voilà, je ne veux pas m'étendre dessus pendant 4 piges non plus, mais belle découverte aussi. Après ça, j'ai lu un livre en anglais qui s'appelle Yellowface de Rebecca F. Kwong que vous avez sans doute vu passer sur les réseaux sociaux, sur les réseaux anglophones en particulier, parce que ce livre c'est genre... j'ai même pas les mots. En fait, ça va être extrêmement dur d'en parler. Déjà parce que c'est un roman qui parle de sujets très très importants que je ne suis évidemment pas la mieux placée pour aborder, puisque ça parle de racisme, ça parle d'appropriation culturelle, de carrément vol d'identité, enfin voilà, plein de choses qui sont assez importantes et dont d'autres personnes parleraient beaucoup mieux que moi évidemment, parce que je ne fais pas partie de la communauté qui est représentée là. Mais grosso modo, c'est l'histoire de Athena Liu, qui est une autrice mais... best-seller, tu vois, genre vraiment elle est jeune, elle est belle, elle est intelligente, elle est riche du coup et elle est extrêmement extrêmement douée. Et en fait le roman est raconté du point de vue de June qui est une amie, on va dire une amie, elles ont une relation un petit peu compliquée mais en tout cas c'est une de ses amies les plus proches. Et en fait Athéna va mourir et June va récupérer un de ses manuscrits et le publier sous son nom à elle. Pour elle, il n'y a pas de mal à faire ça parce que elle retravaille énormément le texte, du coup elle se dit oui, elle m'a balancé le postulat de base mais c'est moi qui ai fait tout le travail autour, etc. Voilà. Et elle se dit que pour elle c'est comme un hommage à Athéna parce que elle se dit voilà, j'ai récupéré son travail, je le fais vivre, enfin bref voilà. Elle a un raisonnement extrêmement tordu tout au long du récit pour justifier le fait qu'elle ait volé le livre de son amie. Et en fait on a une plongée dans le monde de l'édition américain et tout en fait les réflexes racistes qu'ils ont et tout. C'est vraiment très difficile d'en parler parce qu'en plus je ne veux pas être maladroite dans mes propos, mais tout au long du livre tu te dis non mais vous vous rendez compte ? Est-ce que tu te rends compte? Parce que June, elle s'enfonce en fait. Plus elle avance, plus elle s'enfonce. Et à chaque fois que quelqu'un lui fait remarquer quelque chose ou que elle se dit ah attends peut-être que... Eh ben non, elle trouve une explication, elle trouve une excuse et elle continue à creuser. Du coup c'était extrêmement frustrant parce que sans être... je me fais pas d'illusions, hein, je suis pas la personne la plus parfaite au niveau de tout ce qui est représentation, etc. Mais même sans ça, tu te rends compte que ça ne va pas et elle s'en rend pas compte et... Vous voyez comment je suis énervée à en parler là? Parce que c'est un personnage qui est extrêmement intéressant, je ne vais pas le nier, mais tellement frustrant. Et par contre vraiment le roman c'est une pépite. C'est incroyablement bien écrit, incroyablement prenant, genre je l'ai lu en une journée tellement je ne pouvais pas le lâcher. C'est plein de réflexions hyper importantes et voilà, je pense que si vous aimez en plus le milieu du livre, vous allez adorer
toutes les réflexions qu'on peut se faire là-dessus, tous les petits un peu aperçus qu'on a de ce monde-là qui est assez particulier quand même, en particulier aux États-Unis. Pour l'instant, on n'a pas d'infos sur la traduction en français, mais honnêtement en VO, moi je l'ai trouvé assez accessible. Après, je lis de plus en plus en VO, donc je ne sais pas trop ce que ça va donner. Mais je sais pas, j'ai trouvé que c'était très bien écrit, mais sans être trop compliqué non plus. Donc vraiment, si vous avez l'occasion, je vous le conseille infiniment. Ça ne veut rien dire. Je vous le conseille beaucoup. Enfin, je vous le conseille quoi. C'est un roman coup de poing, c'est un roman coup de cœur pour moi, mais très difficile d'en parler encore une fois. Mais si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé ou s'il vous tente, parce que je serais très curieuse d'avoir votre avis dessus. Changement d'ambiance avec le nouveau livre de Cassandra O'Donnell qui s'appelle Les jumeaux Croche-Mort. Le premier tome s'appelle La Malédiction. Je suis méga fan de la couverture, genre vraiment. C'est l'histoire de Silence et Auriel Croche-Mort qui sont des orphelins et ça fait des années qu'ils sont dans un foyer. Et là en fait, leurs grands-parents viennent les chercher, les font chercher on va dire. Donc eux ils sont en mode ok, c'est plutôt cool, mais comment ça se fait qu'on n'a jamais entendu parler de vous avant, on ne sait pas trop. Du coup ils sont rapatriés dans la ville où vivent leurs grands-parents et ils se rendent compte que déjà leur famille est pétée de thunes, excusez-moi l'expression. Mais aussi qui sont très très bizarres et que dans la ville il y a une ambiance très particulière qui plane, il y a des disparitions qui ne semblent choquer personne, il y a des histoires de monstres, c'est très très pesant comme ambiance et c'est très mystérieux et ils vont vite découvrir qu'il y a un gros secret. Sachant que les jumeaux déjà de base c'est pas les personnes les plus banales que tu vas croiser. Je ne rentre pas dans les détails volontairement. J'ai trouvé d'ailleurs que ce premier tome était assez introductif, il se passe des choses mais on sent qu'on nous plante vraiment le décor et notamment qu'on nous présente les personnages bien comme il faut. C'est pas le premier roman de Cassandra O'Donnell que je lis et c'est vrai que celui-ci je l'ai trouvé particulièrement addictif. J'aime beaucoup son style, j'aime beaucoup sa manière de créer les personnages justement et là j'ai été totalement comblée pour ça et j'ai vraiment hâte d'avoir la suite. Pour moi il est un petit peu plus adolescent que ceux qu'elle a écrits avant, je me base toujours un petit peu sur la légende des 4 ou même sur le collège maléfique. Pour moi, c'est plus adolescent, mais ça peut quand même se lire à partir de 11-12 ans, tu vois, parce que ça fait un peu peur, mais pas trop non plus. C'est accessible, c'est sûr, mais je pense qu'il pourra plaire, pour le coup, à des personnes plus grandes. Voilà! Encore une conclusion de qualité. Après ça, j'ai lu No Sex Club qui est sorti début du mois chez Slalom. J'ai beaucoup aimé, c'est une histoire hyper cute, alors pas très longue donc franchement ça se dévore, mais ça fait trop du bien d'avoir autant de représentations dans un livre et surtout de décomplexifier un petit peu tout ce sujet qui d'habitude est assez tabou, en tout cas pour les adolescents, de sexe, puisqu'on suit deux adolescents qui entrent je crois en terminale, en première, voilà. Marie tu t'es déjà trompée, ça commence bien. Ils rentrent en première et en fait ils sont persuadés d'être les seuls de leur classe et même du lycée à être encore vierges. Je vous passe un petit peu les détails, mais il y a une nouvelle élève qui arrive, ils vont se rapprocher d'elle, ils vont découvrir plein de choses sur tout ce qui est le spectre LGBT, etc. Et ils vont décider de créer un club qui s'appellera du coup le No Sex Club, qui permettra à tout le monde en fait de s'exprimer sur ce sujet et de se rassurer un petit peu mutuellement en mode oui moi ça me fait peur, oui moi j'ai pas du tout envie, enfin voilà. Ça va être une association un petit peu queer mais qui va aborder plein de sujets différents. Et le problème c'est que certains élèves mal intentionnés vont totalement pervertir ça. Donc ça va prendre plus d'ampleur que ce qu'ils avaient prévu, mais ce que j'ai beaucoup aimé c'est déjà l'amitié entre les personnages que j'ai trouvé à la fois très belle et en même temps extrêmement réaliste. Parce que comme tous les adolescents, ils ont des hauts, ils ont des bas, ils ont des moments où ils vont s'engueuler pour rien, d'autres où ils vont aborder des sujets hyper sérieux et ça va un petit peu les mettre en froid mais finalement ils vont se réconcilier. Enfin, j'ai trouvé que c'était très juste dans la manière dont c'était raconté. Et comme je vous disais, on va parler de plein de sujets importants et j'ai trouvé que ça aussi c'était très bien fait. Donc pour moi c'est un roman qui est vraiment intéressant à lire et qui je pense fera du bien à beaucoup d'adolescents qui peuvent se poser plein de questions. Et pas que des adolescents d'ailleurs. Ensuite j'ai lu Ne pars pas sans moi de Jennifer Niven et David Levitan. Oui c'est ça, Levitan, je ne sais pas trop comment on dit, qui m'a été du coup envoyée par les éditions Gallimard et la couverture est hyper simple mais je la trouve trop belle et en plus elle est extrêmement représentative de l'histoire. Puisque c'est l'histoire de Ezra et Béa qui sont frères et sœurs et qui ont toujours été là l'un pour l'autre puisqu'ils ont une situation familiale un petit peu compliquée, voire, encore une fois, excusez-moi l'expression, carrément merdique. Donc ils ont toujours été malgré tout là l'un pour l'autre jusqu'au jour où Béa fugue, elle quitte la maison sans prévenir son frère et elle lui laisse juste une adresse mail où il peut la contacter. Et du coup c'est un roman épistolaire, alors plus par mail mais ça reste épistolaire, enfin c'est un échange vous voyez quoi. Et il va lui raconter ce qui lui arrive dans sa vie, elle va lui raconter elle pourquoi elle est partie, enfin on va découvrir plein de choses très progressivement. Le début est un peu lent, le milieu est incroyable, la fin elle m'a fait chialer, voilà je vous le dis. C'est un très beau roman, je n'ai jamais lu de roman de David Levitan je vous avoue, mais j'en ai lu d'autres de Jennifer Niven et à chaque fois je suis bluffée par sa plume,
par sa manière de construire encore une fois les personnages. Et c'est un roman que j'ai trouvé aussi très juste pour le coup dans cette représentation de l'adolescence et des questions qu'on peut se poser. Alors là ça va un petit peu à l'extrême puisque comme je vous disais la situation familiale est absolument horrible. On va parler de relations toxiques, de violence, de dépression, voilà, il y a plein de choses qui sont abordées. C'est fait avec beaucoup de douceur mais ça reste un roman très touchant et que j'ai beaucoup aimé. Ambiance un petit peu plus légère avec ma lecture suivante, j'ai lu Si ça s'apprend de Sophie Gonzalez. Je ne vais pas m'apesantir dessus parce que je vous ai fait une vidéo spéciale sur ce sujet dans mon dernier épisode de 1 livre en 5 minutes. Mais grosso modo, c'est une fanfiction des One Direction, c'est assumé, où on suit un groupe de musique de 4 ados qui sont vraiment les pop stars du moment, tu vois. Les idoles de tout le monde. Et c'est en fait l'histoire d'amour entre 2 membres de cette bande du coup. On va parler d'homophobie, on va parler de pression, on va parler d'amitié, on va parler d'amour, on va parler de famille. Vraiment c'est très beau, c'est un super roman. Il est assez conséquent aussi mais je l'ai dévoré parce que c'est très addictif. On s'attache beaucoup aux personnages et il y a tout ce côté un petit peu univers musical. Non c'est pas comme ça qu'on dit. Le monde de la musique, le monde du showbiz un peu tu vois. Vous avez compris l'idée générale je pense. Puisqu'en fait on les suit en tournée donc on voit plein de choses sur comment ça s'organise, sur le quotidien qu'ils peuvent avoir qui est extrêmement intense. Et je sais pas, j'ai trouvé ça hyper intéressant et j'ai beaucoup aimé cette lecture. Ensuite j'ai lu le fameux People We Meet on Vacation, c'était mon premier livre de Emily Henry et j'ai beaucoup aimé, vraiment ça a été un coup de cœur. Au début j'étais un peu sceptique parce que la manière dont c'était raconté me semblait un petit peu décousu et en fait très vite je me suis rendu compte que j'étais accro et je l'ai lu mais je crois en un temps record, genre même pas une journée. J'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré l'humour, les personnages, mais Mamma Mia, et la romance bien sûr. On est sur une romance Friends to Lover et c'est l'histoire de, j'ai déjà oublié leur prénom, voilà, il y en a une qui s'appelait Poppy, ça je me souviens. C'est l'histoire de Alex et Poppy qui n'ont aucun point en commun mais qui malgré tout sont amis. Et depuis qu'ils sont amis, donc depuis l'université, ils partent chaque année en vacances ensemble et ils font des trucs de ouf, alors dans tous les sens du terme, hein. Parfois ça se passe très bien, d'autres fois c'est carrément l'aventure. En tout cas c'est leur tradition, ils partent en vacances ensemble. Sauf que là, on nous dit qu'il s'est passé un truc lors de leurs dernières vacances et que depuis quelques années du coup, non seulement ils ne partent plus ensemble, mais surtout ils ne se parlent quasiment plus. Sauf que cette année, Poppy, elle sent qu'elle a besoin de renouer avec son meilleur ami et du coup, elle va lui dire allez viens, on y va, blablabla, enfin bref. Et du coup, ils vont se retrouver et ça va aller un petit peu plus loin que prévu. Déjà, tout va partir en cacahuète assez vite, mais surtout, en fait, c'est l'histoire de leur rapprochement, c'est l'histoire de leur amitié. On a plein de flashbacks sur ce qui s'est passé avant, toujours avec cette petite pointe de mystère en mode qu'est-ce qui s'est passé pour que du coup, ils arrêtent de se parler. La romance est incroyable, je sais que je vous l'ai déjà dit, mais j'insiste parce que vraiment, je l'ai trouvée très belle. J'ai trouvé que c'était bien écrit. Comme je vous disais, le début m'a un petit peu ralenti parce qu'on n'arrête pas d'alterner entre le présent et un été il y a 5 ans ou un été il y a 10 ans, puis on repasse à un été il y a 3 ans. Enfin, vous voyez, c'est plein de petits mouvements un peu comme ça qui m'ont déstabilisée parce que je suis quelqu'un de facilement déstabilisable. Mais gros coup de cœur, j'ai adoré et du coup j'ai trop envie de lire d'autres romans de cette autrice. Je pense que je vais commencer par l'autre qui a été traduit en français qui s'appelle Comme un roman d'été je crois. Et après je partirai sur ces nouveaux qui n'ont pas encore été traduits. Donc je les lirai en VO et je pense que ça nécessite une petite virée dans la librairie anglophone que j'aime trop à Lyon. Donc restez connectés, je pense que prochain book haul, on part sur du Emily Henry. D'ailleurs depuis tout à l'heure je dis Emily Henry mais ça se trouve on dit Emily Henry. Dans le registre On frôle le coup de cœur, j'ai lu Gros Tracas pour Charlie Vega qui est sorti tout récemment aux éditions Young Novel et j'ai adoré déjà cette couverture s'il vous plaît. Mais pour vous la faire un petit peu rapide, c'est l'histoire de Charlie qui manque pas mal de confiance en elle, pas forcément parce qu'elle est grosse mais surtout parce que en fait sa mère et le monde entier s'obstinent à la comparer à sa meilleure amie et surtout à repérer sa meilleure amie avant elle, vous voyez ce que je veux dire, genre c'est toujours sa meilleure amie qui est mise en avant. Et sa meilleure amie se trouve être une fille absolument magnifique, une bombe, en plus elle a tout ce qu'il faut, elle est parfaite, elle est belle, elle est intelligente, elle est drôle, elle est gentille, enfin vous voyez, la totale. Et du coup Charlie elle est toujours un petit peu en mode genre elle aime sa meilleure amie mais en même temps voilà, c'est une relation un petit peu particulière et là je rentre pas dans les détails mais il y a une histoire, une romance qui va partir un petit peu en cacahuète et puis une autre romance qui arrive derrière, enfin vraiment je sais que mon résumé vraiment il pue. Je suis désolée, mais c'est que c'est difficile en fait de pas trop vous en révéler sur ce titre. Et surtout, je vous conseille de ne pas faire l'erreur que j'ai fait moi, c'est-à-dire lire le résumé du livre qui, grosso modo, spoil un événement qui arrive genre là. Genre en mode moi je lisais, et j'ai kiffé, hein, vraiment j'ai adoré, mais j'arrivais, tu vois, j'avançais, je me disais mais alors par contre quand est-ce qu'on arrive au point qu'on nous dit dans le résumé? Et je sais pas, je trouve que les résumés en révèlent peut-être un peu trop, donc voilà. Grosso modo, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'histoire de Charlie, que c'est un personnage hyper attachant, très touchant, parce qu'elle a sa relation avec sa mère qui est vraiment particulière.
un peu malsaine, je vais pas vous le cacher, mais je sais pas, c'est un tout qui a fait que j'étais vraiment happée. J'ai aimé les personnages, j'ai aimé la manière dont ils évoluaient, la manière dont ils se rapprochaient, ils s'éloignaient. C'est aussi très juste dans cette façon d'appréhender l'amitié à cet âge-là et la romance et voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre que j'ai adoré. Pour finir le mois, j'ai lu 2 romans en anglais et évidemment, j'ai lu Love Theoretically, je ne sais jamais dire ce mot, le nouveau roman de Ali Hazelwood. En fait, c'est l'histoire de Elsie qui est une physiciste, comment on dit ça en français? Une scientifique quoi, grosso modo c'est une scientifique qui a du mal à joindre les deux bouts puisque voilà, pour plein de raisons différentes, elle a du mal en fait à trouver un travail qui lui rapporte assez d'argent pour vivre correctement, d'autant plus qu'elle a des problèmes de santé et que du coup elle a beaucoup de frais médicaux. Donc pour combler un petit peu le déficit bancaire dans lequel elle se trouve, elle a une activité en parallèle de fake dating où elle prétend être la petite amie des garçons qui l'embauchent, enfin des hommes qui l'embauchent, le temps d'une soirée, voilà, pour rassurer leur famille, ou au contraire pour par exemple qu'elle les demande en mariage devant tout le monde et que eux ils la refoulent et que du coup ça justifie qu'ils sortent pas avec personne, ou pour se faire mousser, enfin bref vous avez compris l'idée. Le jour où ça part un petit peu en cacahuète, c'est que elle postule pour un nouveau taf, genre le taf de ses rêves, et un des membres du comité de recrutement se trouve être le frère d'un de ses faux petits amis. Donc lui il se dit attends, parce que moi la dernière fois qu'on s'est vu tu m'as dit que t'étais bibliothécaire, là tu me dis que t'es scientifique, où est la vérité? Est-ce que mon frère sait? Est-ce que tu te fous de sa gueule? Enfin bref, ça va lancer plein de trucs. Il y a beaucoup plus d'éléments, hein. Là je vous révèle pas tout parce que c'est très compliqué à expliquer et que surtout bah, ça n'a pas d'intérêt que je vous révèle tout. L'important c'est de lire le livre, tu connais. Faut que j'arrête de dire tu connais. Je dis tu connais pour tout et n'importe quoi. Excusez-moi. Mais bref, c'est du Ali Hazelwood tout craché, c'est-à-dire que c'est des personnages qui sont à la fois drôles et attachants. Ils sont très touchants aussi, genre là je les ai trouvés particulièrement touchants, encore plus que dans ses précédents romans. Puisque j'avais adoré The Love Hypothesis, j'ai encore plus aimé Love on the Brain et je crois que j'ai encore préféré celui-ci. La romance est hyper chou, le personnage masculin mais... What? C'est cruel de nous montrer des hommes aussi parfaits parce que je suis pas sûre que ça existe, comme de toute façon les filles parfaites qu'elle décrit dans ses livres n'existent pas non plus. Enfin bref, je suis amoureuse de Ali Hazelwood, je suis amoureuse de ses personnages et de cette ambiance qu'elle arrive à créer, de cette pointe d'humour qu'elle arrive à mettre, et il y a un côté très scientifique aussi qui est mis en avant, mais sans que ce soit ennuyant, en mode moi j'y connais rien en sciences, donc si ça devient trop compliqué, je n'aurai rien compris. Mais là c'est juste ce qu'il faut pour ajouter un petit peu de sérieux en fait à cette romance et j'ai trouvé ça vraiment très chouette. J'ai vu qu'il y avait plusieurs autres romans d'Ali Hazelwood qui étaient prévus, donc pour le moment en VO, et j'ai méga hâte qu'ils sortent. Je ne sais pas si celui-ci va être traduit en français, je l'espère, parce que du coup les 2 premiers ont l'air de plutôt bien fonctionner aussi, mais vraiment je vous le conseille. C'est pareil, là il y a des termes scientifiques comme je vous disais, donc peut-être que la VO est pas accessible très facilement, mais ça me paraît pas non plus extrêmement compliqué, puisque ça reste de la romance. Donc si ça vous tente, n'hésitez pas à tester. Et enfin, dernier livre que j'ai lu en juin et que j'ai terminé en juillet, il s'agit d'un livre de Taylor Jenkins Reid qui s'appelle Maybe in Another Life. J'ai ma petite tradition puisque la première fois que je suis partie avec mes amis, donc il y a 3 ans maintenant, j'ai lu Les Sirènes de Malibu du coup en anglais. L'année d'après, j'ai lu un autre livre de Taylor Jenkins Reid qui s'appelle One True Lovers ou un truc comme ça je crois, ou One True Loves, enfin en tout cas il était incroyable aussi. Et du coup je me suis dit on va continuer la tradition, il m'en reste quelques-uns à lire de cette autrice et c'est parfait en fait à lire en été, à lire à la plage. Et je l'ai adoré aussi celui-ci, sans surprise parce que de toute façon j'aime trop l'autrice. Donc à partir de là j'ai envie de dire, ces romans il y a quand même peu de chances que je ne les aime pas. Et là on suit l'histoire de Anna qui a 29 ans je crois. C'est pas qu'elle aime pas sa vie mais elle se rend compte que elle a pas forcément d'attache, elle sait pas forcément où elle va, enfin bref elle se pose plein de questions et elle retourne du coup dans sa ville natale auprès de sa meilleure amie qui organise une soirée. Et en fait à la fin de cette soirée elle a 2 possibilités, soit elle rentre avec sa meilleure amie, soit elle rentre avec son petit ami du lycée avec qui elle aimerait peut-être éventuellement reconnecter, vous voyez, enfin recommencer leur histoire d'amour quoi. Et ce qui est intéressant dans ce roman c'est qu'à partir de ces 2 choix, on a 2 vies parallèles qui se mettent en place pour Anna. Dans la première, elle rentre avec sa meilleure amie, donc on a des chapitres qui racontent ce qui se serait passé si elle était rentrée avec sa meilleure amie. Et dans la deuxième, elle rentre pas avec sa meilleure amie, elle reste avec le mec du coup au bar et c'est leur histoire. Et en fait ça alterne un chapitre d'un point de vue de cette vie-là, un chapitre d'un point de vue de cette autre vie. Ça nous emmène beaucoup plus loin qu'on ne le pensait, genre moi vraiment dès les premiers chapitres dans une vie parallèle, j'étais en mode mais non, mais c'est pas vrai. Genre vraiment j'étais à la plage avec mon ami et je lui ai dit attends mais là il se passe des trucs de ouf. C'est très beau, c'est très bien écrit et ce que j'ai trouvé particulièrement bien fait, c'est qu'il y a quand même une trame générale, genre il y a des scènes qui se répètent d'une vie à une autre parce qu'il y a des éléments un petit peu immuables on va dire dans sa vie. Et malgré le fait que certains éléments se répétaient, j'ai trouvé que c'était pas long du tout, je me suis pas dit tiens c'est répétitif ou voilà, je me suis pas lassée, j'ai vraiment dévoré le roman et j'ai adoré.
Donc pareil comme pour Ali Hazelwood, un autre sans faute de cette autrice. Vraiment il y a des auteurs jusqu'à présent, ils m'ont jamais déçu et j'espère que ça va continuer parce que c'est trop un plaisir de se replonger dans un de leurs romans. Et bah voilà, on a fait le tour de mes lectures du mois de juin. Je pense que la vidéo est un peu longue, je m'en excuse. En plus, je vais pas vous cacher qu'il fait 47 degrés, je suis actuellement en train de mourir de chaud. Mais j'ai fini la vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu en juin, ce que vous avez éventuellement aimé ou pas aimé, ce que vous me conseillez ou ce que vous me déconseillez. Si un des romans dont j'ai parlé vous tente, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. Si vous êtes trop timide pour commenter, n'hésitez pas à mettre un soleil, puisque c'est très représentatif de cet été où déjà on crève de chaud. Comme d'habitude, en plus de commenter, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications, ça me fait toujours très plaisir. Et je vous donne du coup rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ce sera normalement mon haul du mois de juin, puisque j'ai reçu d'autres livres que ceux que je vous ai présentés là, donc ce sera l'occasion. Voilà, je crois que la chaleur me fait un petit peu perdre l'esprit, je me souviens plus de ce que j'ai dit et de ce que j'ai pas dit. Donc dans le doute, je vais m'arrêter là, je vais aller boire un coup, refermer les rideaux, m'étendre comme ça, vous voyez, à l'ombre et attendre que la chaleur passe. Bref, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Bye!